Après la Ligue 2, c'est parti pour notre classement de Ligue 1 édition 2026-2027. On y va, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit classement de Ligue 1. Dans 10 jours démarre la nouvelle saison du meilleur championnat du monde, de l'élite du football français, exercice 2026-2027. 18 clubs sur la ligne de départ, un champion, 2 relégués, un barragiste et 7 Européens. Vous connaissez le topo, c'est comme ça chaque saison et on est reparti pour une nouvelle édition. On a fait la Ligue 2 la semaine dernière, et on se retrouve avec Malune pour la Ligue 1. Comment il va? Hypé par cette petite saison de Ligue 1? Bah oui, bien évidemment. La préparation, on montre qu'on est le meilleur championnat du monde. On écrase Liverpool, Monaco, on terrasse Bilbao avec l'OM. Tout se passe bien. Encore une fois, voilà, on va rouler sur les autres championnats d'Europe. On sait très bien que le meilleur championnat en termes de qualité, c'est la Ligue 1. Exactement, c'est celui qui nous régale le plus en tout cas, celui dont on parle le plus, celui qu'on aime le plus. Est-ce que c'est le meilleur? Ça, je n'en sais rien. Évidemment, vous connaissez la chanson, tier list. On va classer les différents clubs de Ligue 1, le champion, les prétendants à la Ligue des Champions, les autres prétendants à l'Europe, Conference League, enfin Europa League et Conference League, le traditionnel ventre mou, le barragiste et les 2 places de la descente. On a fait exactement la même chose la semaine dernière pour la prévue de la Ligue 2. Donc voilà, vous pouvez la retrouver, même si le championnat a commencé. Dunkerque m'avait déjà un peu peur quand je les ai mis dans le classement. Euh, c'est pas grave. Et on est parti avec Transfer Market qui fonctionne, parce qu'il a quand même été out pendant 4 jours. Je savais plus quoi faire, je me grattais les veines. C'est bon, il est revenu au meilleur des moments. On pourra parler de Ligue 1 et de s'appuyer sur le truc transfert market. On a tous les transferts actuels. Le mercato n'est pas fini, il faut également prendre ça en compte. Et donc, on est parti. N'hésitez pas en commentaire à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, à mettre en commentaire vos petits classements de Ligue 1, vos petits pronos. Et si vous êtes supporter d'un club précis, n'hésitez pas à nous donner des petites précisions si on dit des petites bêtises ou si on oublie certaines choses. Ça peut nous arriver. On n'est pas au four et au moulin sur tous les clubs. Et on n'est pas au fait sur tous les clubs des situations qu'on maîtrise moins bien que d'autres. On est parti, le SCO d'Angers, première élève à passer dans cette tier list, qui sort d'un nouveau maintien avec Alexandre Dujeu. Alexandre Dujeu a quitté le club pour partir du côté de Lorient. Il fallait donc trouver un remplaçant du côté du SCO. On est allé chercher Stéphane Gilly, l'ancien entraîneur du Paris FC, qui avait été remercié en février ou fin janvier, je me souviens plus trop exactement. Et surtout, voilà, on a validé la vente de Sidiki Sheriff. L'argent est enfin entré dans les caisses, mais il était parti l'hiver dernier. D'ailleurs, il y a Romelu Lukaku qui va arriver. Donc, est-ce que Sidiki Sheriff aura du temps de jeu à Fenerbahçe? Ça, c'est moins sûr. Est-ce qu'on ne reverrait pas Repop en présence d'un club de Ligue 1 dans 6 mois? Ça, c'est un autre débat. Hervé Koffier parti au RC Lens après avoir fait la saison en tant que, on va le dire, meilleur gardien de Ligue 1. Et puis les irréductibles historiques du SCO, Pierrick Capel, Abdoulaye Bamba, sont partis retraite pour eux. Il y a donc un pan du SCO qui s'en va. Et on est sur le mercato. Mine de rien, Angers n'a pas énormément de moyens, mais moi je le trouve hyper intéressant ce mercato angevin. On allait chercher de l'expérience avec Anthony Lopez dans les cages, qui sort mine de rien d'un exercice avec Nantes qui était pas non plus, qui était plutôt convenable, je trouve, même si ça s'est mal fini avec la descente. Branco van den Boomen, on a réussi à le choper libre. Il a résilié son contrat avec l'Ajax après un bon prêt depuis cet hiver, c'est plutôt très intéressant. Le prêt d'Anthony Bermond, le prêt d'Amine El Ouazzani qui était un petit peu en manque de temps de jeu du côté de Braga suite à une blessure. Mais ça reste un joueur qui a montré notamment du côté de Guingamp en Ligue 2 plutôt de très belles choses. Donc c'est un joueur qui va en Ligue 1 et je suis plutôt très curieux de savoir ce qui va se passer. Et Simba Koli, qui est un avant-centre de 24 ans qui arrive de Molenbeek, qui sort d'une saison en 2e division, je crois 14 buts il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc on tente le coup, un attaquant d'1m89, un peu profil Sidiki Sheriff, qui arrive, on verra s'il arrive à s'adapter à la Ligue 1, mais du côté du SCO, moi je trouve que le mercato, avec les moyens du bord, sont très intelligents. Et je suis bien curieux de voir ce que va donner le SCO Made in Stéphane Gilly. Je l'ai écouté, il est passé hier dans l'Afterfoot. Et c'était plutôt intéressant, tu sens que son discours prend bien. Il y a l'interrogation Jacques Ecomier, qui est un joueur qui est suivi notamment par Hambourg, qui a un bon de sortie, qu'on connaît bien parce qu'il est formé au Girondin de Bordeaux, mais qui peut partir. Mais tu as quand même gardé certains éléments. Tu as gardé Amis Bailly, tu as gardé Louis Mouton et Isbel Kebla sont restés. Ils sont blessés pour l'instant, donc j'espère qu'ils vont revenir et que ça sera bien. Il y a des jeunes joueurs à faire valoriser, Prosper Peter notamment, qui a fait plutôt de bonnes choses, mais voilà, il aura une saison en plus dans les pattes, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis curieux de voir Angers, et bon, ça va être la lutte pour le maintien, mais je les vois bien se maintenir, moi, le SCO. Ouais, Angers qui a eu un peu de temps quand même pour préparer la transition, puisque le maintien quand même est arrivé
assez tôt, et on sait que pour des clubs comme ça, bah, c'est essentiel pour ensuite préparer le mercato et se projeter. Ils l'ont fait intelligemment, hein, parce que bah, mine de rien, tu as la vente de Sidiki Cherif, en tout cas l'argent qui est tombé sur cet été, et je pense que ça leur fait quand même beaucoup de bien financièrement dans les caisses. Et puis derrière, bah, ils sont allés faire de jolis petits coups. Moi, je trouve El Ouazani le relancer, il a été quand même plutôt performant sur sa première saison à Braga. Même si ensuite, derrière, il y a eu des blessures qui ont un peu contrecarré sa progression. Et je me dis, ça peut être un avant-centre qui peut apporter ses qualités et un peu revanchard. Anthony Bermond, bah, on a vu à Lens qu'il y avait quand même du gros potentiel. Et je pense que bah, dans une saison peut-être où il aura plus de temps de jeu, il peut vraiment se montrer à son aise. Et puis derrière, bah, moi, je trouve qu'Angers, pour l'instant, conserve ses forces vives. Ben Kedim, par exemple, Belkebla a prolongé de mémoire. On verra pour le cas Ecomier, bah, qui peut être attaqué. Voilà, après, mis à part lui, bah, mine de rien, tu risques de conserver la base. Anthony Lopez, je trouve que c'est plutôt un coup intelligent parce que c'est un gars de caractère qui va être un peu un patron dans ton vestiaire et qui reste sur quand même une saison individuelle plutôt correcte du côté de Nantes. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Stéphane Gilly, il a tout pour, entre guillemets, permettre à Angers de se maintenir, mais c'est pour ça que moi, je vois pas véritablement Angers dans la charrette cette saison. Ouais, je pense que vraiment Angers peut atteindre ce milieu de tableau et ça sera déjà une belle réussite. 3 saisons, hein, ça fera 3 saisons qu'Angers est en Ligue 1. Pour un petit budget comme ça, se stabiliser, ça sera du très beau travail. Je suis entièrement d'accord et ils ont réussi à finir leur mercato très tôt, donc l'effectif est déjà présent depuis pas mal de temps. Ça donne il y a un dernier match contre le Paris FC justement, en amical, je crois que c'est samedi, si je dis pas de bêtises. Stéphane Gilly expliquait dans l'after que c'était un match amical qu'il avait ficelé, depuis, l'hiver dernier, avant qu'il se fasse virer du Paris FC. C'est lui qui avait demandé à jouer contre le SCO d'Angers en amical sur cette fin d'été. Donc bon, bah, il sera dans l'équipe adverse. Moi je suis assez curieux. Ouais, j'ai envie de les mettre entre 12 et 15 moi. Peut-être 12e, tu vois? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une équipe que je trouve très cohérente et qui devrait être récompensée de son travail. Bah, voilà, pour le SCO Angers, on est assez optimiste et on espère que ça se maintiendra tranquillou en Ligue 1. On verra, les petites révélations de ce mercato. Le FC Lorient maintenant qui, pour le coup, lui, a pas mal bougé sur cet été, sur ce mercato. Pareil, à l'arrivée d'Alexandre Dujeu après le départ d'Olivier Pantaloni. Et il y a énormément de cadres qui sont partis. Le mercato n'est pas fini du côté de Lorient, dans le sens des départs et peut-être des arrivées. Alors on commence par les départs. Pablo Pagis parti au Paris FC, 15 millions d'euros. Daryl Yongwa parti libre du côté de Norwich. Sambou Soumano parti libre du côté de Reims. Laurent Abergel, ça c'est une grosse perte après 10 années du côté du FC Lorient. Parti libre du côté de l'OGC Nice, malheureusement blessure ligament croisé pour lui. On lui souhaite un prompt rétablissement et ça c'est vraiment pas de chance pour l'OGC Nice et pour Laurent Abergel. Bamba Dieng parti libre, Igor Silva parti libre, des fins de prêt, et derrière sur le mercato du côté des arrivées, outre l'entraîneur Alexandre Dujeu, c'est Quentin Bernardo qui était en panne du côté de l'OGC Nice. C'est vrai que je l'avais beaucoup aimé du côté du Mans national. Le step-up dans un contexte compliqué du côté de l'OGC Nice a été compliqué. Il le ramène pour un petit prix. Moi, je trouve que c'est une belle trouvaille. Noah Bamba, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Jeune milieu central du Bayer Leverkusen, belge de 21 ans qui arrive en prêt. Alex Georgen qui arrive libre de Dunkerque, qui sort de quand même de plutôt belle saison du côté de l'USLD. C'est un coup intelligent à faire pour le poste d'arrière droit. Souleymane Faye qui arrive en prêt du Sporting, je ne connais pas, donc je suis curieux de découvrir. Et puis après, on va compter sur les joueurs de retour de prêt. Joël Mbouka qui a quasiment pas joué du côté du Celtic. Formaz Mendy qui a quasiment pas joué du côté de Watford. J'ai l'impression que quand tu es prêté en tant que joueur de Lorient, tu joues pas beaucoup. Enzo Jandon qui revient d'un prêt à Rouen en national. J'avoue que moi, cet effectif lorientais, je trouve qu'il y a encore des petits gros points d'interrogation. Arsène Kouassi est toujours là. Est-ce qu'il va rester? Moi, je suis pas sûr, on verra. Arthur Avom est également courtisé, il est toujours là, on verra s'il va partir. Il y a aussi ça. Et moi, je trouve qu'il y a un secteur offensif qui est complètement dépeuplé parce qu'aujourd'hui, du côté de Lorient, à part Aymen Tozin, t'as Mohamed Bamba, mais qui sort d'un exercice quand même très très compliqué. Ça fait quand même 2 ans que ça reste assez compliqué. Je trouve ça un peu faible sur certains postes et surtout pour l'instant Arsène Kouassi et Arthur Avom qui sont je crois les 2 autres joueurs courtisés pourraient partir, à voir si ça permet à Lorient de bouger sur cette fin de mercato. Ouais, moi en fait Lorient c'est devant que je trouve ça très inquiétant parce que tu perds quand même Pagis, Dieng, donc tes 2 meilleurs buteurs, et pour l'instant tu les as pas remplacés. Et mine de rien, ça peut être quand même très inquiétant de pas avoir ce profil-là de joueur où tu te dis ouais.
offensivement, ça peut mettre une dizaine de buts. Et je trouve que Lorient est très light offensivement, et même le mercato, je le trouve plutôt à tonne côté lorientais. On sait qu'avec, on va dire, la nomination du jeu et on va dire un projet encore plus conforme à ce que voulaient les proprios de Bournemouth, on partirait sur quelque chose peut-être de plus jeune et avec des prospects qui va arriver. Et mine de rien, enfin là aujourd'hui, Lorient, c'est la lisibilité elle est un peu compliquée. J'ai l'impression que ça attend un peu, et pour débuter le championnat, je les trouve très très light par rapport à la saison dernière. Tu perds aussi à Bergel et c'est une grosse perte, que ça soit dans le vestiaire et même sur le terrain. Ouais, pour moi, Lorient, je suis pas très très serein. Tu vas attendre la fin du mercato, et je pense notamment à Kouassi et à Vom, où t'es pas à l'abri d'un départ, puisque s'il y a une offre qui arrive qui correspond au montant où tu les valorises, je pense qu'ils partiront. Voilà, moi Lorient, je suis pas très très serein en tout cas sur cette saison. De ce que je vois, c'est pas l'assurance tout risque. Gamin Bernardo, bah, on va voir, c'est un bon joueur qui a de la qualité, mais encore une fois, pour performer au plus haut niveau, il va falloir quand même des joueurs estampillés Ligue 1, et pour l'instant, Lorient ne les a pas. Donc, ouais, bon, moi je suis plutôt inquiet, tu vois, je suis plus inquiet pour Lorient que pour Angers. Je suis d'accord avec toi et je pense que le mercato n'est pas fini. Parce que là, si tu me dis à Lorient que le mercato est fini, je suis très très inquiet pour le coup. Je pense qu'il n'est pas fini. Je ne sais pas quelles sont les pistes un peu à l'arrivée, etc. Je me dis que ça va arriver et que je les mettrai plus ces 15e, mais à la lutte pour le maintien, et peut-être par nivellement par le bas, peut-être qu'ils pourraient s'en sortir parce qu'il y a des équipes qui sont peut-être plus faibles qu'eux, et encore. Peut-être que glisser barragiste, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Parce que je me à dis le l'heure mercato n'est pas actuelle, fini, ouais, quoi. Lorient, ça joue vraiment le maintien, on Oui, verra peut-être tout à l'heure, mais ouais, je suis d'accord avec toi. pour moi, ouais, ça va jouer vraiment le maintien, hein. À l'heure actuelle, l'effectif ne me convainc pas, et je le trouve grandement affaibli par rapport à l'année dernière, hein. Je suis complètement d'accord. Club suivant, Olympique Lyonnais maintenant de Paulo Fonseca. On entend parler de l'Olympique Lyonnais depuis quelques jours puisqu'ils ont leur match contre le Sparta Prague. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, on connaît le qualifié entre Lyon et le Sparta Prague. Nous, le match débute dans à peu près 45 minutes, donc on n'en sait absolument rien. Ils ont perdu le match aller de manière assez catastrophique, mais on va essayer de ne pas être biaisé par la culture de l'instant sur le niveau de l'Olympique Lyonnais, puisque forcément, premier match de la saison, la prépa un peu plus compliquée, certains joueurs n'étaient pas là, etc. En attendant, du côté de Lyon, quand on avait fait la vidéo Mercato, parce qu'on a fait une vidéo analyse Mercato il y a à peu près un mois, moi je trouvais plutôt le Mercato lyonnais très intéressant. Moi, il me hypait bien ce Mercato de l'Olympique Lyonnais. Je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran si je le retrouve. Tac, Lyon. Avec déjà, on va commencer par les départs. La validation de l'option d'achat validée pour Martin Satriano du côté de Retafe en levant 6,5 millions d'euros. Laiziri, qui est le jeune arrière-gauche, est parti du côté de Tanger au Maroc. Aurel Mangala a été prêté. Rachid Ghezal est parti libre. On a pour l'instant quelques jeunes qui sont prêtés. Afonso Moura, qui est la grosse vente, 30 millions d'euros, est parti du côté de Leverkusen. Et on a pas mal d'arrivées. Mats Bistrup, qui arrive en provenance de Salzbourg. Julien Duranville, qui arrive en provenance de Dortmund, le jeune ailier de 20 ans. Félix Bacher, le jeune défenseur central, 25 ans, qui arrive d'Estoril. Noam Camara, qui arrive du PSG. Encore un défenseur central et un jeune joueur. On a compris que la politique de Lyon, c'était de prendre des jeunes pour essayer de les valoriser, de faire entrer des sous dans quelques années. Loïs Openda, qui arrive en prêt en provenance de la Juventus, et c'est plutôt une bonne pioche puisque quand on voit son premier match du côté du Sparta Prague, c'est peut-être le meilleur Lyonnais sur le terrain, et je pense que c'est une belle trouvaille au poste d'avancante. Mohamed Ouedraogo arrive également en provenance d'Autriche, l'international burkinabé. On a toujours ces jeunes joueurs aussi sur lesquels compter. Steve Kango, qu'on a un petit peu vu aussi par exemple l'an passé. On a des patrons qui sont toujours là, Moussa Niakate notamment. Clinton Mata, on a vu que c'était peut-être un peu compliqué. Abner, Tagliafico sont toujours là. Metan Nice doit peut-être partir. Il piste un autre joueur, Atekam, que je connais pas plus que ça, le Suisse de l'AC Milan, pour le remplacer. On verra comment ça va se passer. Morton est toujours là. Tessman, je crois qu'on lui cherche une porte de sortie. Pour l'instant, il est toujours là. Pavel Schulk, je croyais blessé, peut-être que ça a retardé un peu le transfert. La Coupe du Monde a retardé aussi beaucoup de mercato de beaucoup de clubs. Donc pour l'instant, il est toujours là, mais c'est vrai que c'était un des noms sur lesquels peut-être en partance. Malik Fofana, on ne sait pas encore.
On a les jeunes Rémi Imbert qui doivent se confirmer. Ernest Nuama qui est revenu la saison passée de sa longue blessure aussi va devoir confirmer. Il y a pas mal d'interrogations. On a un Paulo Fonseca qui est en fin de contrat et qui est déjà sous pression. On vous a dit, on ne connaît pas le résultat de ce soir, donc peut-être ça peut conditionner la saison de l'Olympique Lyonnais aussi. Ça va jouer. Mais il faudra surtout les juger par rapport aux autres prétendants à l'Europe parce que Lyon va être dans cette obligation économique d'aller chercher une Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils en ont les capacités? Ça, c'est la grande question. Ouais, Lyon, c'est vrai que sur le mercato, moi je trouve que le mercato lyonnais m'a plutôt emballé des débuts parce qu'il y a des paris que je trouve intéressants. Duranville, je trouve que c'est un pari super intéressant et c'est un joueur que tu peux, s'il performe, bien valoriser. T'as Boudage qui a montré des belles choses à Nice et qui peut être un élément dans la rotation pour l'instant, qui peut montrer de très belles choses. Ouedraogo, j'en entendis que du bien, même s'il il a pris l'eau quand même sur le premier match contre le Sparta Prague. Et Openda, si tu te fies sur le match du Sparta Prague, enfin, ça a été le meilleur Lyonnais et son profil, tu as senti qu'il était capable d'apporter beaucoup de danger. Donc sur le mercato, moi je trouve que Lyon est pas mal, mais bon, derrière, il y a l'enchaînement Coupe d'Europe, championnat avec cette reprise assez tôt. Et j'ai peur que ça leur coupe un peu les pattes parce que on connaît Paulo Fonseca et ses fins de saison qui sont souvent, pour le dire, on peut le dire, foireuses. J'ai un peu peur que Lyon manque de gaz en fin de saison. Et moi, je vais te dire, moi, je les vois pas en Ligue des Champions l'année prochaine, les Lyonnais. Je les vois potentiellement en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, mais je les vois vraiment pas en Ligue des Champions. Je trouve que l'année dernière, bah, ils ont bénéficié aussi des méformes, notamment de l'OM ou des méformes passagères comme à Rennes avec quelques trous de terre. Mais ouais, ce Lyon-là, on va attendre aussi la fin du mercato parce que Pavel Soulk, par exemple, a été pisté. T'es pas à l'abri voilà, d'un départ, notamment Fofana. Également, s'il y a une offre qui tombe. Donc, on verra la fin du mercato. Mais ouais, ce Lyon-là, je sais pas trop quoi en penser. Il y a de la qualité, ça je nie pas. Mais aujourd'hui, je les mets pas dans le top 4 personnellement. J'avais pas envie de les mettre dans les 4 non plus. J'avais bien envie de les mettre européens et peut-être 6 ou 7 à la Ouais, je suis rigueur. d'accord. Donc j'ai bien envie de les mettre là-dedans. Je trouve que l'effectif est un peu plus étoffé que l'an passé en termes de nombre. Donc pour doubler Coupe d'Europe Championnat, peut-être qu'ils finiront moins cramés, mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur la fin de saison de Fonseca. Et Lyon est mine de rien un gros virage important, c'est que cette saison, il faut la réussir parce que bon, tu as l'impératif économique. C'est la dernière année de contrat de Fonseca, donc potentiellement tu dois chercher un nouvel entraîneur s'il reste pas. Donc ça va être important. Les choix vont pas falloir se tromper du côté de l'Olympique Lyonnais. Les erreurs sont beaucoup plus importantes du côté de Lyon parce qu'il y a moins de marge de manœuvre. Donc je suis curieux de voir la saison de l'Olympique Lyonnais, mais je pense que ça ira quand même en Coupe d'Europe et on verra si ce sera la Ligue des Champions déjà cette saison. Et puis pour la fin de saison prochaine. La JOCR également, on vous avait expliqué dans le bilan Mercato qu'on avait fait il y a un mois le nombre de changements d'entraîneurs en Ligue 1. Je crois qu'il y en a 12 clubs sur 16, sans compter les deux promus, donc 12 sur 18 si on compte les deux promus, qui changent d'entraîneur. Et la JOCR en fait partie, puisque la JOCR a nommé Will Steele après le départ de Christophe Pélissier. Il y avait des petits embrouillis en interne du côté de la JOCR, David Ventier, Christophe Pélissier. Il fallait choisir, ça a été tranché, c'est David Ventier qui est resté, Pélissier qui est parti. Et la JOCR mineure réalise un mercato assez important. On a les ventes, confirmation, je crois, de option d'achat de Paul Joly du côté de Kaiserslautern, 1,25 millions. Agouzoul est parti libre. Donovan Léon est parti libre. Gideon Mensah est parti libre du côté de Cologne. Théo de Persin a été prêté à Bastia. Les fins de prêt de Sekou également, il y a eu donc tous les gardiens qui sont partis, Sinayoko est parti, et on a fait un mercato assez ambitieux du côté de la GIA, parce qu'il y a plus de 17 millions d'euros qui ont quand même été sautés. Arthur Piéfort qui arrive en provenance de Westerlo en Belgique, milieu défensif de 21 ans, un Belge, j'en entends beaucoup de bien, je suis très curieux de découvrir ce joueur-là. La validation de l'option d'achat de Dani Namasso, c'est un bon coup. Chris Makosso, qui arrive de Luton Town, jeune défenseur central congolais, qui a été excellent en préparation. Donc ça augure que du bon. L'arrivée de Mamadou Diop qui était du côté de Grenoble en Ligue 2, gardien de but, qui est un très bon gardien de but de Ligue 2, donc je suis très curieux de le voir à l'étage Ligue 1 maintenant, en remplacement de Donovan Léon. Le prêt de la Bolascari, très très bonne pioche parce que je trouve qu'il a été très bon la saison dernière à Brest et donc il est sur une pente ascendante, donc ça peut être confirmation avec Will Steele du côté de la JOCR. Et puis on a quelques petites tentatives, Paul Nardi arrive libre notamment, et puis on va chercher quelques jeunes. L'arrivée de Kyanshin Wei, je sais
absolument pas comment ça se prononce, ce jeune chinois qui, curiosité, on sait que les propriétaires chinois peut-être ont voulu placer un joueur là. Mais en tout cas, c'est une jeune pousse qui, un prospect plutôt peut-être intéressant. Moi, je suis curieux de voir s'il aura des quelques minutes en Ligue 1, peut-être pas dès le début de saison, mais voilà, je suis très curieux de le découvrir. Donc pareil, voilà, un mercato assez ambitieux du côté de la JOCR. Maintenant, il faut que Will Steele prenne et que la mayonnaise prenne surtout. C'est ça qui est important. Ouais, c'est un nouveau cycle pour Auxerre. Bon, quoi qu'on en pense du départ de Pelissier et de la manière dont ça a été fait, surtout, Auxerre est allé au bout de ses idées avec cette idée de partir avec Pelissier sur autre chose. Le recrutement, moi, je trouve qu'il est plutôt intéressant. T'as des jeunes prospects qui sont arrivés. Tu vas t'appuyer aussi sur le centre de formation qui est plutôt performant et qui rapporte, hein, à l'image de Matondon l'an passé. Au Serlin, honnêtement, moi je suis plutôt emballé. Je me dis qu'avec Will Steele, peut-être un jeu plus offensif, peut-être moins lisible pour les adversaires, ça peut performer avec des joueurs un peu revanchards. Je pense à Namasso qui doit prouver l'investissement, enfin en tout cas on va démontrer que le prix qui a été mis sur lui est bon. Ouais, voilà, moi j'ai envie de voir ce Auxerre. C'est peut-être l'une des attractions avec cet attaquant aussi chinois qui est là, qui peut surprendre. La Bolascari, ça avait montré des bonnes choses à Brest et je me dis, il peut être vraiment sur la saison de la révélation. Voilà, on va voir, peut-être qu'il manque pour moi un offensif de plus à Auxerre. Mais ouais, je suis plutôt confiant pour Auxerre. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a de la qualité. On va voir la fin du mercato, notamment, je pense à Kevin Danois qui est pisté par Hull City. Et voilà, s'il y a une belle offre, on pourrait partir et ça serait un vrai coup dur pour Auxerre. Mais sur le papier, si l'effectif reste tel quel, moi, Auxerre, ça peut être vraiment l'une des bonnes surprises de cette saison. Ouais, je suis d'accord, j'aime beaucoup le mercato de la JOCR. Moi, j'ai l'interrogation Will Steele. C'est peut-être celui sur lequel j'ai plus d'interrogations, si on doit vraiment analyser globalement l'été au Serrois. Mais voilà, plutôt confiant pour les Bourguignons. Pareil, on les met dans ce ventre mou-là, dans ce tir groupé-là, ou tu veux le mettre un peu plus haut, peut-être Ouais, moi, je vais te surprendre. Moi, j'aimais Dans le... Ouais. mais j'aimais plutôt dans cette catégorie. Ok. Je sais pas pour toi, mais Ouais, moi, ça me semble logique je pense que aussi. ça peut être la belle surprise de la saison dernière, de la Là, saison. ouais, je suis intéressé aussi. Moi, ça me dérange pas de les mettre là, et puis tranquillement, on peut avancer sur la surprise de la saison dernière, le Racing Club de Lens, qui a changé d'entraîneur. David Topmöller est arrivé en province de Francfort, on va dire. Bon, il n'est pas fini la saison, mais c'était son dernier club entraîné. Pierre Sage est parti, et il y a un mercato assez dense, mine de rien, du côté du RC Lens, avec plusieurs arrivées très très intéressantes. On va vous l'afficher toujours là. Pas mal de départs également. Il y a un gros changement de cycle du côté du Racing Club de Lens. On va commencer par les départs. La grosse vente de Mamadou Sangaré, plus de quasiment 50 millions d'euros du côté de Brentford. Ça va compenser les départs libres, on va dire, d'Adrien Thomasson, de Malang Sarr, sur lesquels tu fais pas de plus-value. Tu reprêtes Hervé Kofi qui était revenu en prononce danger. Tu perds, Medina, c'est la validation de l'option d'achat. Mais voilà, tu perds quand même des éléments, voilà, Saint-Maximin notamment, Thomasson, on a dit, Malang Sarr, aussi Saïd, tout ça qui partent libre. Et pas mal d'arrivées aussi, pas mal de mouvements. Yacine Titraoui, qui est la dernière arrivée en provenance de Charleroi, milieu de terrain algérien, très bon coup, je trouve, de la part du RC Lens. Skoras, jeune ailier polonais, pareil, qui... j'ai moins vu jouer du côté de la Gantoise parce que je regarde un peu moins le championnat belge, mais on n'a entendu que du bien. La validation de l'option d'achat d'Abdoulhamid qui a fait plutôt une bonne saison. Là, le coup, on va dire, le petit coup de poker Mika Cuisance qui sort de une plutôt bonne saison du côté du Hertha Berlin en deuxième division allemande, pour tenter de le relancer, donc ça, très curieux. L'arrivée libre de Torgan Hazard, ça s'était ficelé depuis pas mal de temps. Un centre de formation qui marche très très bien, il y a ça aussi sur lequel le RC Lens peut s'appuyer. Pour l'instant, Robin Risser est toujours là, lui qui était courtisé. Gagnou a re-signé. Certains vont revenir de blessures, il y a pas mal de blessures dans le secteur défensif, ça peut aussi coûter un petit peu cher. Il y a l'arrivée potentiellement de Franjo Ivanovic, pareil, je trouve que c'est un excellent coup, lui qui sort d'une saison un peu plus compliquée du côté de Benfica, mais qui avait plutôt pas mal marqué. C'est un attaquant d'un registre un peu différent, mais je suis très curieux. Il y a eu la blessure d'Hudson-Edouard en amical, mais bon, pour l'instant, il est toujours là et il a fait une très très bonne saison l'an passé. Flo Thauvin est toujours là. Je trouve que l'effectif lensois est vraiment vraiment convaincant. Je sais pas s'il est meilleur que l'an passé, je serais pas capable de le dire, mais je trouve que l'RC Lens c'est pas foncièrement très affaibli non plus. Il y a l'interrogation de Topmöller, est-ce que ça va prendre, mais ça a l'air de très bien bosser quand même à Lens.
Ouais, pour l'instant, ils ont répondu aux attaques parce que on savait très bien que là, on va dire, les désagréments du succès, c'est qu'ils allaient perdre quand même pas mal d'éléments. Il y a eu le départ de Thomasson, Malang Sarr libre, pour des clubs qui avaient beaucoup plus d'argent. Euh, T'as aussi le départ de Sangaré, mais bon, tu me dis au prix où il est vendu, tu comprends là, c'est 60 millions d'euros. Aujourd'hui, pour le RC Lens, c'est une manne économique qui est hyper importante. Donc, pour l'instant, tu as répondu aussi à Gagnou, tu vois, Gagnou qui était courtisé. Tu perds pas tant que ça, moi je trouve Lens c'est pas véritablement affaibli, et puis tu es allé recruter pour des joueurs qu'on a envie de voir, tu vois, Cuisance, le retour en France, est-ce qu'il peut performer? Titraoui, en Belgique, c'est quand même un joueur hyper intéressant. Et puis derrière, tu allé chercher des Polonais qui, je trouve, la mentalité colle parfaitement au RC Lens, en tout cas l'identité lensoise. Et tu as Torgan Hazard, un peu revanchard, qui veut, voilà, un peu à la Thauvin, qui veut prouver qu'il n'est pas fini. Donc, ça peut être intéressant, même si moi j'ai quand même des inconnus sur l'idée de refaire la même saison que l'an passé, sachant que tu auras la Ligue des Champions dans les pattes et qui va être hyper énergivore pour toi. C'est pour ça que moi je les vois pas dans le top 4 aussi. Je pense qu'ils seront européens, mais plus, tu vois, 6-7 places, ouais, 6e, 7e place, quoi. Je les vois pas dans cette lutte pour le top 4. Je me dis que ouais, ça peut être une année, on va dire, de digestion de cette grosse saison parce que t'es passé vraiment de tout ou rien, c'est-à-dire de non européen à Ligue des Champions avec notre statut désormais. Lens, c'est plus véritablement un outsider. Les gens attendent la confirmation. Donc ouais, moi, pour moi, j'ai mis 6-7. Personnellement, je ne vois pas dans le top 4. Ouais, moi, il y a deux interrogations sur le RC Lens. C'est ce milieu de terrain que je trouve peut-être un peu moins fourni. Donc, je suis curieux à voir comment Amadou Aïdara, par exemple, avec une pré-saison, etc., revient. Il peut être un élément vraiment hyper important et hyper qualitatif pour ça. Bulatovic, pareil, confirmation, c'est un très très bon joueur, jeune joueur. S'il confirme, ça peut être très très haut. Titraoui vient d'arriver, Cuisance vient d'arriver également, donc on va voir. Mezen Mesloub aura peut-être un peu plus de temps de jeu également. Il y a des jeunes qui poussent aussi au centre de formation, donc je suis très très curieux. Donc c'est cette interrogation milieu de terrain. Et ouais, la Ligue des Champions, je pense qu'il va être hyper énergivore également. Le truc, c'est que en fait, à Lens, je me suis posé la question, ouais, mais si je les mets pas dans les 4, je mets qui à leur place? Et je sais pas trop. Donc je suis d'accord avec toi pour l'instant pour les mettre là devant Lyon, par exemple, tu vois. Mais en vrai, tu vois, je sais pas trop qui pourraient être les concurrents, pourraient passer devant le RC Lens. J'en ai peut-être un ou deux, mais pour la place de 4, me choquerait pas non plus pour le RC Lens, quoi. Mais bon, on pourra voir après tranquillement. Et on va pouvoir passer au Havre. Et là, peut-être qu'on aura un bel avis sur le Havre, qui a. J'avoue qu'au début de l'été, j'étais hyper pessimiste sur le Havre. Départ de Mathieu Bonnemer, départ, finalement Didier Digard est resté. Pas mal de départs en termes de joueurs du côté des Havrais, des départs libres, malheureusement. Ça, c'est ce qu'on peut reprocher au passage de Mathieu Bonnemer du côté du Havre. C'est ce manque de plus-value sur les coups intéressants que tu fais. Kenny Ketan par libre, Aruna Sanganté par libre, Issa Soumaré par libre, Yacine Keshta par libre. Ça, c'est des joueurs, malheureusement, qui auraient pu te rapporter quand même un peu d'oseille. On sait qu'au Havre, c'est pas non plus la fête à la saucisse au niveau des sous. Loïc Néo est parti du côté de Chypre. Il y a un gros contingent de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont partis du côté de Chypre depuis plusieurs années. C'est quand même assez marrant. Gauthier Loris n'a pas été renouvelé. Sofiane Bouffal n'a pas été gardé. Abdoulaye Touré non plus. Voilà les fins de prêt de Lucas Gourna, Douat notamment. Mais Dembaba est arrivé avec des excellentes idées, je trouve. Je suis hypé de fou par le mercato du Havre qui, moi, sur le papier, m'emballe vraiment. Julien Mwanga qui a récupéré pour 1,5 million d'euros du côté de Strasbourg. Je crois qu'il lui restait un an de contrat. Il a été acheté 10 millions d'euros par Strasbourg. On rappelle, dans le package Bakwa Mwanga, première saison des Girondins en Ligue 2, ils avaient pris les deux joueurs pour 20 millions d'euros, c'était 10 chacun. On va dire que l'amortissement est pas hyper élevé du côté de Strasbourg. On en parlera tout à l'heure de Strasbourg. Tu vas récupérer Josh Maja, qui est pareil, ancien Bordelais, qui avait claqué sa dizaine de buts du côté de West Brom il y a 2 saisons en Championship, qui a vécu une saison dernière un peu plus compliquée. Pareil, moi ça me hype beaucoup. En tant que Bordelais, forcément, je suis très curieux de voir revoir Josh Maja en Ligue 1. Tu confirmes l'arrivée libre de Timothée Pembele. Tu vas chercher du Vincent Sasso, alors expérimenté, peut-être qu'il sera pas titulaire, il sera dans la rotation, mais il va amener énormément d'expérience. Dembaba le ramène un petit peu dans le sac après des bonnes saisons du côté de Dunkerque. Et tu comptes sur la filière japonaise, Mizuta, Nakamura notamment, 2 joueurs qui arrivent du championnat japonais, un qui arrive d'Allemagne et l'autre du championnat japonais, que je suis très curieux de découvrir. Tu chopes Amir Richardson, que tu avais débloqué, et tu le fais venir en prêt de la Fiorentina. C'est des très très bons coups réalisés par Dembaba. Didier Digard a, je trouve, du bon matos pour bosser. À voir si Moridioli
part ou reste, parce que je crois qu'il y avait un moment, il y avait l'île dessus, donc pour l'instant, il est toujours là. C'est une bonne raison. Ayou Mousseko est là. Yannis Ziwawi, qui était pisté par Nantes, est toujours là. Bon, je trouve que c'était peut-être un peu faible pour le niveau Ligue 1. On verra ce que ça va donner. Il y a des joueurs qui vont, et un centre de formation qui va forcément t'aider à te libérer. Et moi, je suis très curieux de voir le Havre évoluer cette saison Ligue 1, parce que je suis bien hypé, moi, perso. Ouais, c'est un peu le vent de fraîcheur, je trouve, ce mercato, le Havre. Les coups, là, comme ça, qu'ils ont fait. Là, on parle du retour de Maja, mais Amir Richardson aussi. Junior Manga, enfin, des joueurs qui ont fait déjà leur fait d'armes au Havre. Ouais, moi, je pense que ça peut être la saison du passage de cap pour le Havre, c'est-à-dire peut-être une saison où tu t'assures pas ton maintien jusqu'à la dernière journée, peut-être un maintien un peu plus serein. La saison de la maturité, en tout cas, ils se sont donné les moyens. Enfin, j'aime beaucoup leur mercato. Dembaba a fait plutôt du bon travail. Donc, ouais, moi, je vais aller sur ça, ouais, le Havre qui se maintient solidement en Ligue 1. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'on les met, on les met peut-être en haut, genre 12, tu vois. Une bonne 12e place, je Ouais, pense que ouais. ça serait pas mal. Une bonne 12e place, tu arrives à valoriser des joueurs, surtout. Il faut vendre des joueurs pour de l'argent et pas libre, s'il vous plaît. Pour faire entrer des sous dans les caisses. Mais très curieux d'avoir du côté du Havre. On va passer à l'Estac, l'un des deux promus de cette saison de Ligue 1, champion de Ligue 2 en titre. L'Estac, moi, je vais le dire très très clairement, ils ont une bonne gueule de lanterne rouge au moment où on se parle, parce que alors, le mercato est infâme, je trouve, vraiment. Je suis désolé d'employer des mots aussi forts, mais c'est vraiment pas beau. Tu perds énormément de joueurs qui t'ont fait quand même ton bonheur en Ligue 2. Mathis de Tourbet, Martin Adeline, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2, qui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 2. Il n'y a quand même pas un club de Ligue 1 qui t'est foutu de mettre 4 patates dessus. Il y a Hambourg qui le récupère, c'est cadeau. Diawara part du côté de l'AC Milan. Bon, Nicolas Lemaître a fait malheureusement saison blanche, est parti libre. Yersa Laroussi part libre, certes. Taoufik Bentayeb, que tu as mal géré parce que tu fin de prêt, tu n'avais pas d'option d'achat, etc. Finalement, tu le perds, c'est quand même le meilleur buteur de Ligue 2. Et dans le mercato, au niveau des arrivées, Aaron Gomis arrive libre d'Azerbaïdjan. Et Patrick Beach, qui a fait quand même une excellente Coupe du Monde avec l'Australie. Bon, c'était que 3 matchs, qui arrive en province d'Australie. Alors, dernier Australien qui est débarqué du côté de 3, c'est pas forcément bien fini avec Kisnermo. On le souhaite plus de réussite à Patrick Beach. Et puis l'effectif me semble hyper lèche pour la Ligue 1. Moi, vraiment, le dernier joueur qui a connu la Ligue 1 avec 3, c'est Renaud Ripart. Tout le reste, c'est nouveau pour eux. Il y a des joueurs que je suis très curieux de voir en Ligue 1. Moi, Antoine Mille, qui était un top joueur de Ligue 2, je suis très curieux de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Il y a 2-3 joueurs qui sont plutôt intéressants. Mais globalement, je trouve ça assez faiblard. Hein. Ouais, moi, 3, c'est une bonne tête de FC Metz, hein, j'ai envie de dire. De victimes un peu expiatoires. Je trouve qu'ils ont perdu gros l'été dernier. Enfin, cet été avec Ben Tayeb notamment. Et puis même derrière sur de Tourbet. Enfin, tu as eu plein de départs et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été compensés. Tu mises sur la jeunesse. On va pas parler du choix de la nomination de Jocelyn Blanchard qui n'a que comme seule référence d'être le copain du président. Ça aide pas non plus et honnêtement quand je vois l'effectif de 3, ouais, enfin, bon, moi je vois pas dans quel monde ils se maintiennent en Ligue 1, donc c'est dommage parce qu'il y a quelques individualités qui vont être curieux à suivre. Je pense à Antoine Mille, mais ouais, je suis d'accord. Pour moi, 3, c'est descente. Ouais, je suis assez d'accord. On verra la suite du mercato, mais ouais, les stacks, pour moi, c'est descente, c'est rideau et c'est potentiellement 18e. Le LOSC à présent, pareil, gros changement du côté du LOSC. Ils font partie des clubs où il y a eu un changement d'entraîneur. Bruno Genesio est parti. C'est Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, qui a pris les rênes du LOSC. Il faut que je prenne le bon club parce que j'ai pour Monaco, c'est Lille. Lille, donc qui finalement aura une saison où ils sont qualifiés en Europa League, ils sont terminés 5e si je dis pas de bêtises, pas mal de départs pour l'instant, des départs de cadres, Chancel Bemba, Thomas Meunier, Aïssa Mandi qui est peut-être le meilleur Lillois l'année dernière, défenseur central qui est parti du côté de Levante, Vincent Burlet a été vendu notamment, Ragoubert a été revendu à Burnley, voilà tout ça, et quelques arrivées plutôt intéressantes. On va piocher les championnats intermédiaires aux Pays-Bas pour Bassaronal, en Suisse pour Stradanovic, l'arrière droit suisse. Tanguy Nianzou, c'est un pari tenté, il arrive libre, donc ça a un coût, on va dire, pas très élevé du côté de Séville. Et le LOSC, pour l'instant, toujours Nathan Ngoy. Ça, j'en attends beaucoup de sa saison parce que moi, je trouve qu'il a fait une excellente saison l'an passé et une bonne Coupe du Monde avec la Belgique.
Pour l'instant, Ayoub Boadi toujours là, mais on sait que si Manchester City propose une offre, entre 80 et 100 millions d'euros, je pense que ça va tourner aux alentours. Je vois pas comment Lille peut refuser, que ce soit pour le joueur, pour le club et pour City, ce serait dans tous les cas une bonne affaire. On a Fernandez Pardo qui est attaqué par Atlético Madrid. Est-ce que le LOSC va le retenir? Je suis curieux de voir des joueurs, Haraldsson, Sarawi, Correa, qui sont des très bons prospects, on sait sont des très bons joueurs, mais doivent retrouver plus de régularité, être plus tueurs devant le but, parce que c'est cruellement ce qui a manqué au LOSC l'an passé. Alexandro arrivera-t-il à revenir de ses blessures, parce que s'il revient, ça peut être un top défenseur de Ligue 1. Donc il y a quelques interrogations, je trouve, du côté du LOSC, que j'ai pas envie de sous-estimer, parce que je les vois bien figurer quand même cette saison. Il y a la question du numéro 9, comment Egemen va revenir. Est-ce que tu fais confiance à Mohamed Bayo, qui sort quand même mine de rien d'un bon prêt du côté de Gaziantep en Turquie? Je crois qu'il a marqué 13 ou 14 buts, si je dis pas de bêtises. Olivier Giroud, 39 ans, ne tiendra pas toute la saison, mais pourra quand même dépanner. Ndjouma, que tu as pris l'hiver dernier, est-ce qu'il va pouvoir confirmer avec un peu plus de temps de jeu? J'ai quelques interrogations sur un effectif assez jeune, assez inexpérimenté de la Ligue 1, staff compris, mais j'ai quand même envie de croire que le LOSC peut finir dans le top 4. Parce qu'il n'y a pas d'autres prétendants. Je sais que t'es pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu par la direction prise par le LOSC avec David De Ancelotti. Déjà un sacré pari sur le banc, parce que mine de rien, il n'a qu'une expérience à Botafogo, et j'ai un peu passé une expérience vu le contexte de Botafogo et le peu de mois où il est resté à la tête du club. Donc assez sceptique déjà sur ce choix, et puis derrière sur le mercato lillois, parce que pour l'instant t'as pas cette grosse vente, tu sais qu'elle va arriver, donc est-ce que c'est Boabdi, est-ce que c'est Fernandez Pardo qui vont te débloquer les millions? Et derrière, sur les recrues, Tanguy Nianzou, très gros pari, hein. À Séville, ça n'a pas du tout marché, et joueur totalement relancé. Et puis après, derrière, tu as deux joueurs, Stefanovic, c'est ça qui a montré des bonnes choses aux Servettes. Et devant, un Turc qui a montré des bonnes choses en Eredivisie, mais enfin, on sait qu'à Lille, les ailiers ont du mal on va dire, confirmer. On sait que ça prend du temps, et je trouve que à Lille, il manque peut-être déjà ce numéro 9 en cas de départ de Fernand Pardo, parce que pour moi, il a acté qu'il est en partance. Et puis derrière, il va falloir, je pense, renforcer encore cette équipe, parce que pour moi, c'est une équipe qui peut être en difficulté cette saison. Faut pas oublier que, hormis la très très belle fin de saison de Lille, c'est une équipe qui a eu du mal à être dans le top 4. Donc attention, moi Lille, je suis pas hyper convaincu. Je suis un peu sceptique. J'attends d'être entre guillemets convaincu, même s'il y a des très bons jeunes, et je pense que les jeunes peuvent avoir une carte à jouer si on leur fait confiance. Mais ouais, je suis plutôt sceptique, moi, pour Lille. Faut attendre la fin du mercato. Je pense que Boadi vendu, ça me semble un peu évident. Mais je pense que si tu vends Boadi, tu peux retenir Mathias Fernandez Pardo, parce que tu n'auras peut-être pas besoin non plus de l'argent tout de suite, et ça te permettra peut-être de recruter du renfort. Je sais pas. Encore une fois, je peux dans les petits papiers du LOSC, que je sais pas comment ça bosse, mais le truc, c'est que je me dis, si on l'aime pas dans les 4, on met qui dans les 4? Moi, je les vois au moins européens, quand même, minimum. Ouais, j'aime aussi. Je sais pas qui tu veux dans les 4, mais bon, on verra ça. Moi, j'ai envie de les mettre dans les 4, mais on verra à la fin, et on peut les mettre là. Moi, ça me dérange pas, supporter Lillois, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste. Bon, le PSG champion, ça va pas non plus y passer des heures, on sait que ça c'est Moi, je les aurais mis dans la descente. un charrette avec 3. Mercato compliqué, non, voilà, on va vite passer dessus. C'est l'OVNI de la Ligue 1. Ils sont au-dessus, ils ont une marge phénoménale, et une marge en fait qui s'accroît chaque année, parce que les autres clubs ont des soucis économiques qui font qu'ils sont obligés de ralentir la voilure. Donc il n'y a pas véritablement de concurrence. Déjà, la saison de Lens, la saison dernière, elle est difficilement reproduisable pour d'autres clubs. Donc ouais, pour moi le PSG, sans souci. Voilà, on verra la suite du PSG qui s'écrira en Coupe d'Europe. Les championnats, ouais, on sait que il y aura pas de souci pour le titre. Où il n'y aura pas de souci. Pour vraiment sur le mercato, je trouve qu'en plus, ils vendent très très bien. Parce que voilà,
tous les imbroglios Kolo Muani qui était absolument pas en forme à Tottenham l'an passé, après que tu négocié avec la Juve jusqu'à la fin du mercato, tu arrives quand même à le vendre 40 patates. Kanginli, tu le vends 40 patates. Gonzalo Ramos, tu perds pas d'argent dessus, tu le vends plus de 70 millions d'euros à l'AC Milan. Derrière, tu recrutes Marnes Akiliou, on sait gros prospect qui peut marcher avec Luis Enrique parce que c'est de la polyvalence. C'est un joueur qui est quand même un très bon joueur de foot. Lucas Digne pour l'expérience. Ayari, tu prends un jeune gardien du Milan. On sait qu'il y a potentiellement des arrivées de Ferran Torres et d'un autre et de Suzuki, le gardien japonais. Bon voilà, du côté du PSG, ça bosse bien. On verra en Ligue des Champions, on abordera la question du PSG lors de la Ligue des Champions, mais en Ligue 1, je crois que là, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'ils seront champions de France. Le Paris FC maintenant, ça c'est l'une des attractions de cette saison, remonter la saison passée, qui a fait un mercato XXL qui n'est pas emmerdé par les problèmes financiers, ça on le sait très bien. Nomination de Laim Rosenior, ancien manager de Strasbourg et de Chelsea, à sa tête. Un mercato hyper intelligent, moi j'aime beaucoup le mercato du PFC. Alors on sort des joueurs qui étaient en fin de parcours, hein, Mathieu Cafaro notamment, Julien Lopez, Salim Amigori par exemple, qui sont partis, Pierre Yvamel par exemple, Timothée Kolodziejczak, tout ça c'était les joueurs qui ont fait les belles heures du PFC en Ligue 2 et pour la première saison de Ligue 1, mais on s'en acquitte. On confirme la signature d'Igo Coppola, je trouve que c'est une excellente idée. On va chercher un Pablo Pagis, on va chercher un Patrick Zabi du côté de Reims, un Lacine Sinayoko, on prend des joueurs Ligue 1, donc qui connaissent ce championnat, qui peuvent passer des paliers. Coléocho, on confirme également après les très bons 6 mois. Je pense qu'on aura un centre de formation qui petit à petit va nous sortir des joueurs plutôt intéressants. Je vois bien le Paris FC aller titiller les clubs pour l'Europe parce que je pense que quand tu es dans une Ligue 1 avec un contexte économique compliqué, que tu as des clubs qui doivent économiquement vendre ou s'affaiblir, bah forcément, toi, tu peux te permettre d'aller chercher des choses. En prépa, ça n'a pas été hyper rassurant, mais bon, on va pas se baser sur les matchs de préparation pour tirer quelconque attente ou idée. Donc on va voir. Je pense que peut-être au niveau poste du gardien, est-ce que Nkambadio va réussir à confirmer les attentes après une saison compliquée? Kevin Trapp a bien tenu la baraque l'an passé. Est-ce que ça va être confirmé? Tu n'auras pas de Coupe d'Europe parce que tu as fini au milieu de tableau l'an passé. Moi, la grosse interrogation que j'ai sur Paris FC, c'est Liam Rossignol. J'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Et c'est ma curiosité, c'est de savoir si ça va matcher ou pas. Ouais, moi je suis plutôt confiant. C'est Paris FC et je viens de te dire, c'est pour ça Tu les mets que sur pour le moi le Paris bonnet FC, dans les c'est une trois. bonne tête. Ouais, je sens que ça peut être un pari. Au moment où les autres clubs on va dire, s'affaiblissent un peu, je me dis, bah, le Paris FC qui a nommé Liam Rosenior, qui avait fait quand même des bonnes choses à Strasbourg sur sa première saison. Ouais, je pense que c'est une équipe qui peut faire pas mal poser pas mal de problèmes à ses adversaires cette saison. Je trouve qu'il y a de la qualité. Coléocho, j'ai hâte de voir la saison de confirmation. Patrick Zabi, hâte de voir ses premiers pas en Ligue 1. Je me dis c'est un effectif qui commence à se connaître un petit peu, renforcé. Rosenior qui peut leur faire passer un cap. Je pense qu'il y a tout pour que Paris FC soit une belle surprise. Donc moi j'ai mis européen Paris FC. Alors Ah, ça, européen, on va peut-être je suis batailler d'accord. sur. Mais ouais, c'était plus où en Europe, quoi. Ouais, pour moi ça peut accrocher une 4e place. Hein. Ça serait pas déconnant. Je pense qu'ils seront à la lutte. Hein. Moi, je les mets dans la lutte. De base, si je les avais mis 6, parce que moi, je les inverse avec le LOSC, si tu veux. C'était un peu ça mon Ouais, truc. je suis pareil. Ouais. Mais, Ouais, non, on peut mais mettre. on peut voir à la fin. Je vais te suivre là-dessus. Vas-y. Moi, je les inverserai avec le LOSC et je les mettrai 5-6, tu vois. C'est vraiment pas déconnant. Mais de les mettre 4, c'est pas déconnant non plus, quoi. Moi, je trouve que c'est très intéressant aussi. Je pense que c'est peut-être un peu tôt, peut-être avoir la Ligue des Champions, avoir, tu vois, l'adaptation d'un Sinayoko, d'un Pablo Pagis, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle gueule de bon projet qui est bien ficelé quand même. On verra comment ça va se passer. L'AS Monaco, autre curiosité de ce championnat, Philippe et Louis est nommé. Paul Pogba n'a plus de contrat, ça y est, c'est officiel, c'est sorti avant qu'on fasse la vidéo. C'est Nice Matin confirmé par le Parisien. Il y a rupture du quadriceps et il y a rupture de contrat également pour Paul Pogba. Malheureusement, ça c'est un retour qui a viré un petit peu au fiasco du côté de l'ASM. C'était un pari, ça a malheureusement pas payé. Pour Monaco, qui sur le mercato par contre a vendu Aladji Bamba pour 40 patates du côté de Newcastle, Caio Henrique pour 10 millions d'euros du côté de l'Ajax. Je trouve que ça c'est plutôt des bonnes ventes. Et Marnes Akiliouche, qu'on attendait partant forcément du côté du PSG, a été vendu, c'est confirmé, pour 50 millions d'euros. On a pris Mathis Ablin au FC Nantes pour 25 patates. On a pris Ansu Fati pour 11 millions d'euros au FC Barcelone, on a confirmé l'option d'achat. On a allé chercher Sadi Boussané qui avait fait
un petit peu une bonne saison dans le marasme messin l'an passé au poste de F central, le jeune Sénégalais. On est cherché Nazinho au Cercle Bruges. Mathis de Tourbet a été prêté pour essayer de passer un cap. Pape Cabral, jeune milieu central de 19 ans, franco-sénégalais, très attendu aussi. C'est un jeune joueur qui est l'un des jeunes joueurs à suivre de cette saison de Ligue 1. Et on a surtout un AS Monaco qui va être dans l'obligation de vendre. Alors pour l'instant, Balogun est toujours là, Lamine Camara sont toujours là. C'est les deux joueurs qu'on attendait en partance. On sait que la Coupe du Monde peut retarder un peu les mercatos. Est-ce qu'ils vont rester du côté de l'AS Monaco ? Je ne sais pas. Sur les matchs de prépa, alors le match contre Liverpool, ils perdaient contre Liverpool, a mis son équipe A, et quand Liverpool a fait tourner, ils ont réussi à prendre les devants. Bien joué, c'est quand même à signaler. Mais cet AS Monaco, je suis plutôt curieux. Filipe Luis a montré de belles choses du côté du Brésil, donc c'est une première expérience européenne pour lui. J'aime bien l'effectif, je pense qu'il y aura encore des départs. J'ai un petit quand même bémol, moi c'est sur la défense centrale, où Maouissa, Sadibou Sané, Eric Dyer, est-ce qu'il faudrait pas un renfort de plus ? Le poste de un but, c'est toujours compliqué. Je trouve qu'il a recruté pas mal de joueurs offensivement. Paris Brunner aussi marque pas mal en amical aussi, donc à voir s'il arrive à confirmer. Bon, c'est plus le secteur défensif qui m'interroge du côté de Monaco, mais il faut clairement venger l'affront de la saison dernière qui a été catastrophique. Ouais, on va tout de suite se tailler dans le vif. Monaco qui a gardé Thiago Scuro, qui pour moi a dû sauter vu le mercato estival de l'an passé, qui a été quand même assez bizarre avec ce recrutement de cadres, en tout cas de joueurs expérimentés, avec des gros salaires et avec un Paul Pogba en tête, un pari ils ont tenté mais qui a complètement échoué. Tu fais le choix osé, moi je trouve, de prendre Felipe Luis et de virer Pocognoli, parce que tu pourrais dire, hormis sur la toute fin de saison, Pocognoli avait commencé à faire du travail intéressant à Monaco. Donc à voir. Moi, je hâte de voir aussi le matos qu'on va lui donner à Felipe Luis, parce que certes, Ablin, c'est un joueur référencé Ligue 1, mais après, derrière, tu as quand même pas mal de petits jeunes. Je vois que le centre de formation risque de tourner à nouveau avec Pape Cabral. Il y a Koulibaly qui avait déjà montré son bout de chemin l'an passé. Voilà, Paris Brunner qui a fait une grosse préparation. Donc peut-être ces jeunes-là vont avoir peut-être un peu plus leur chance. Mais ouais, ce Monaco-là, c'est très, très, très illisible, entre guillemets. Il y a l'objectif nécessaire de Ligue des Champions, mais actuellement, ouais, moi, il me manque encore 2-3 joueurs pour me dire, ouais, ce Monaco-là, il faut aller chercher les 4 premières places. Bah ouais, j'avoue que moi c'est le secteur défensif qui me fait très peur, pour être très honnête, surtout pour un club qui vise l'Europe. Je sais vraiment pas où les mettre, Monaco. C'est vraiment moi la grosse interrogation. Ouais, compliqué, ouais, peut-être très compliqué. Ou alors on se prend un petit risque, on Parce monte, que on monte le PFC, on met Monaco là. c'est moi, c'est pas ça le risque que je vais prendre. Le risque arrive après. Oula, Il y a une grosse cote pour moi. ok, ok, j'aime bien. Mais ouais, Bon, on les met ouais, là en Monaco. attendant. Et puis on voit. Ouais. Allez, on verra. Pour Monaco, on les changera. Ne vous inquiétez pas, supporters monégasques, on va vous bouger. L'autre promu, la surprise, c'est la surprise absolue de la saison. C'est Le Mans qui se retrouve en Ligue 1 après une bonne disette, après une descente aux enfers. On est sur des montées express pour les Manceaux qui retrouvent Marvin retrouve la Ligue 1. Et ça me fait grandement plaisir. Pour Le Mans, avec un mercato forcément moyen réduit, où Patrice Vidara est resté. J'ai envie de te dire, c'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir du côté du Mans, c'est que l'entraîneur est resté. Moi, je suis un grand fan de Patrice Vidara, il fait d'excellent boulot. Et pour l'instant, on verra comment ça va se passer, mais la prépa se passe plutôt bien. Anthony Rublin est parti libre, Hamdi est parti libre, Louvombo est parti libre. Baptiste Guillaume, fin de contrat. Et pour les arrivées, on fait quelques petits paris. Yasser Laroussi qui retrouve la Ligue 1, à voir comment ça va matcher. Bilal Brahimi qui était en panne du côté de Santos, pareil, arrive libre. C'est un pari, on va voir comment ça va se passer. Luis Mafuta qui a fait quand même d'excellentes saisons du côté de la Ligue 2, arrive libre. Ryan Bamba, qui me semble était en prêt du côté de Nancy l'an passé, arrive en prêt. Il est du côté du Stade Rennais. Daouda Traoré est prêté par Southampton. Et puis on va compter sur un certain centre de formation. Du côté du Mans, on sait que les individualités ne feront pas forcément de différence. C'est plus le collectif qui va primer pour les Manceaux sur cette saison en Ligue 1. Personne ne les voit se maintenir.
Est-ce qu'ils vont pouvoir miser sur l'effet de surprise? Ils ont quand même des joueurs intéressants. Nicolas Kostic a fait une excellente saison l'an passé. Il y a des joueurs voilà, qui sont des revanchards, qui sont des découvertes pour certains. Certains étaient des joueurs de national il y a quelques saisons. Un Dame Gay qui a fait une excellente saison l'an passé, ce qui va pouvoir confirmer en Ligue 1. C'est ma grosse cote, c'est le Mans barragiste qui ne descend pas directement en Ligue 2. Je les vois être barragistes à la fin de la saison. Ouais, je vais te suivre là-dessus. Je pense qu'il peut avoir la dynamique de cette double accession qui peut jouer notamment en début de saison. Et puis le projet du Mans est plutôt cohérent quand même sur ce qu'ils font depuis plusieurs mois. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de joueurs revanchards dans ce groupe, notamment Brahimi, Laroussi aussi, qui ont envie de avoir une saison référence en Ligue 1. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je mets le Mans en barragiste. Le Mans barragiste, c'est ma petite cote. Ouais. Je vois, oui, surfer sur la dynamique. Je pense que c'est plus important pour eux. Je pense qu'à domicile, il va falloir prendre des points, ça va être le plus important. Mais je ne les enterrerai pas si rapidement, les Manceaux, et on va voir ce que ça va donner pour le club sartois. Le SB29 Brest, qui a vécu un été, on va dire, tragique avec la disparition d'Éric Roy. Ça, forcément, je pense que vous avez eu la news. Ça a été un été un peu spécial du côté du Stade brestois, qui va devoir faire maintenant passer à une saison de Ligue 1 qui risque d'être assez compliquée, assez spéciale, on va dire, dans les têtes brestoises. Si on se concentre sur le sportif, c'est 2 départs libres d'Aouda Guindo et Saliou Diop. C'est des fins de prêt. Junior Diaz qui était prêté par 3 défenseurs centrales. Mayeki, je pense qu'on va pas retenir son passage à Brest. Labo Lascaré qui repart et Bimbe qui repart à Francfort également. Et puis pour l'instant, pas grand chose à part Joseph Nong qui arrive libre. Il y a pour l'instant pas grand chose du côté de Brest, mais il y a des pistes. Gauthier Loris, je crois, est pisté. Et il me semble qu'il y a un autre joueur, mais j'ai complètement oublié. On fait le choix de la continuité aussi avec Julien Lachuer qui va prendre les rênes pour cette saison-là. On a, avec la blessure d'Abergel du côté de Nice, un Hugo Magnetti qui est entré dans la shortlist, mais certains cadres sont toujours là. Ajor, Del Castillo, Patembo, Kamori Doumbia, Lucas Touzard, Grégoire Couder, même si apparemment on cherche un nouveau gardien. Bradley Loco, Brandon Chardonnay, mais j'avoue que je trouve ça un peu léger. Je sais pas comment gérer son brestoise, ça va être très spécial forcément avec ce qui s'est passé, tu peux pas omettre ce genre de choses. Mais d'un point de vue strictement sportif, je suis pas hyper confiant moi pour Brest, qui a également perdu Grégory Lorenzi. Forcément, j'ai oublié de le souligner. Je sais pas comment tu Moi, je suis places. pas du tout confiant. Ouais, moi non plus. Je crains que ça soit la saison de trop pour Brest, qui depuis sa Ligue des Champions, lentement mais sûrement, retrouve sa place et sans que là, ça devient compliqué. T'as l'épisode dramatique qu'il y a eu cet été, et la mort tragique d'Éric Roy, et qui, mine de rien, en plus, c'est ça qui est horrible pour moi, c'est-à-dire que t'as un groupe qui est quand même très marqué. Sportivement, c'est compliqué de prendre la suite derrière, même si la Chuer va assurer cette fonction. C'est quand même très compliqué d'arriver dans cette succession comme ça. Et puis, tu as des joueurs qui ont des envies de départ, Del Castillo notamment, qui est pisté par un club de première ligue et apparemment par un promu turc. Donc, ça peut partir. Magnetti, il y a quand même des touches. Kamori Doumbia, t'es pas à l'abri qui offre aussi. Parce que pour l'instant, t'as pas beaucoup vendu à Brest. Donc, tu as besoin de certaines ventes. Et des recrues, pour l'instant, tu fais ça pas tellement, en fait. Donc, je suis très inquiet pour Brest. Moi, Brest, malheureusement, je les mets dans la charrette Oui, moi en aussi. Ligue 2, peut-être dans une taille économique qui leur correspond un peu plus, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. C'était mes 2 descentes, c'était Brest et 3 malheureusement, parce que je vois malheureusement difficilement sportivement Brest avec cet effectif-là. Et potentiellement d'autres départs, on verra à la fin du mercato également pour peut-être avoir plus de lisibilité sur la suite du club breton. On passe d'un breton à un autre breton avec le Stade Rennais cette fois-ci. Et là, pour le coup, je vais être ambitieux pour le Stade Rennais parce qu'à un moment donné, il va falloir être ambitieux avec ce club. Il y a une peur de gagner qu'il va falloir complètement annihiler parce qu'à un moment donné, tu es un club sur les autres prétendants européens qui a de la continuité parce que tu n'as pas changé d'entraîneur. Francaise est là depuis la fin de saison dernière. Tu as une pré-saison assez calme. Tu as de l'argent, tu n'as pas d'impératif économique. Tu as un centre de formation, tu as un public, tu as un effectif de qualité. À un moment, avec Rennes, il va falloir être un minimum ambitieux et arrêter ces saisons là, ces 3 dernières saisons qui ont été assez catastrophiques.
Il y a la confirmation de la vente de Jérémy Jacquet, il y a Albert Grandbeck que tu as réussi à sortir, mais à part ça, t'as pas non plus des énormes départs et des départs majeurs du côté du Stade Rennais. Pourtant, tu as un mercato hyper ambitieux. Elisir Mayenda qui débarque de Sunderland pour 22 millions d'euros, l'ancien Sochalien. Tu prends Charlie Cresswell à Toulouse, ça je trouve que c'est un coup très intéressant. Tu prends un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est un excellent défenseur central, qui est jeune, qui a la niaque. Ça, moi je suis très curieux de voir. Tu vas chercher Issa Soumaré libre, tu vas chercher Adrien Thomasson libre du côté du RC Lens. Tu fais un mercato un peu made in Ligue 1 que j'aime beaucoup moi sur le papier. T'as un Franquès qui sait manœuvrer, t'as pas d'impératif économique, t'as pas de grosses ventes, t'as un effectif qui sur le papier est qualitatif, t'as renforcé. Je vois pas Rennes autre chose que dans le top 4 à la fin de la saison. Pour moi, ça serait un complet échec si ça arrivait, si c'était pas dans les 4. Ouais, pour moi, Rennes, c'est l'un des seuls clubs qui a pour l'instant eu un mercato de renforcement. C'est-à-dire qu'ils ont plus renforcé qu'ils ont perdu. Notamment dans la rotation, là, franchement, Rennes, ils ont un effectif. Quand tu vois l'effectif de Rennes, ça doit être top 4. Hein. L'effectif, il doit être affiché. T'as quasiment rien perdu. T'as ton effectif en taille un peu trop large et il va falloir quelques départs. Mais franchement, la Rennes, tu peux pas te cacher. Quand tu vois d'autres clubs qui s'affaiblissent, moi, je suis désolé. Hein, aujourd'hui, Rennes, c'est deuxième. Hein, C'est en exactement ce fin que de je vais saison. dire. Pour moi, c'est deuxième aussi. C'est pas une autre. Ah, J'ai dit top 4, mais pour moi, c'est pas deux. Et puis, tu arrives à garder Esteban Le Paul, qui est meilleur buteur de Ligue 1, et qui, pour ah moi, ouais. je vois pas qui pourrait succéder à Esteban Le Paul, à part Esteban Le Paul, en réalité, à la fin de la saison. En tant que meilleur buteur de Ligue Mais 1. surtout que, enfin, t'as un effectif qui est quand même, qui commence aussi à se connaître, qui a été renforcé par des joueurs qui connaissent la Ligue 1, et des joueurs de haut tableau de Ligue 1, hein, parce que Cresswell, honnêtement, Cresswell, il devait partir en première ligue. Hein. Aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui pouvaient le faire rester en Ligue 1. Donc, ouais, pour moi, Rennes, c'est deuxième, en fait. Il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rennes doit assumer leur ambition et terminer deuxième. Entièrement d'accord avec toi. J'ai rien à redire. C'est totalement ce que je pense également avec ce Stade Rennais qui doit terminer deuxième de Ligue 1. Sinon, ça serait un échec. Strasbourg, maintenant, il nous reste 4 clubs. Et alors là, moi, je sais pas. Je sais pas ce que fait Strasbourg. J'ai l'impression qu'il y a des impératifs économiques maintenant parce qu'ils sont N'importe quoi. un petit peu épinglés par l'UEFA. Ouais, un peu n'importe quoi aussi, mais ils se sont fait un peu épingler par l'UEFA, il me semble. Donc, il va falloir vendre. Mais alors, regardez-moi ce mercato, encore une fois. Il y a 25 000 départs, 25 000 arrivées. Bon, Barco, Emmanuel Mega vendu du côté de Chelsea. Et Mega, on le savait. Barco, on le savait. Je pense que le deal ont dû être très compliqué à ficeler. Il n'y a pas non plus énormément de gros départs. Bon, forcément, c'était quand même deux joueurs hyper importants. Il y a des arrivées, bon, il y a plein de joueurs que je connais pas. Je suis très curieux de découvrir un Diogo Sousa, parce que tu payes 10 millions d'euros avec du Victor Guimaraes, milieu de terrain de 20 ans. On a entendu bien, c'est plutôt intéressant à voir ce que ça va donner. Giovanni Reina qui arrive en Ligue 1, moi, ça peut me hyper aussi un petit peu sur le papier. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent que je ne connais pas. Il y a plein de mouvements dans tous les sens. Il y a un effectif qui est encore une fois très jeune, forcément, donc ça va jouer également. Il y a Hugo Oliveira, forcément, qui a été nommé, nouvel entraîneur. Bah, je sais pas à quoi penser Strasbourg, je sais pas où les mettre. Est-ce que Panicelli va bien revenir de sa blessure? Il y a quand même certains cadres qui sont encore là. Je pense à un Diego Moura qui n'a que 22 ans, mais qui est un cadre aujourd'hui du Racing Club de Strasbourg. À l'image d'un Ben Chilwell également, qui est peut-être le joueur le plus vieux de ses effectifs, qui a 29 ans. Donc c'est un effectif très jeune. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'expérience, enfin, et surtout pas trop de folie pour essayer de rester régulier toute la saison, notamment à l'hiver où ils font des mois de novembre et décembre catastrophiques chaque saison. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais alors, quelqu'un va piger ce qui se passe à Strasbourg, moi je comprends rien. Je peux même pas où les mettre, j'arrive pas à le lire. Ouais, c'est un peu du grand n'importe quoi. On va dire qu'il y avait quand même une certaine cohérence, un petit peu, avec au moment de la prise de fonction, notamment de Rosenior. Et là, cette cohérence, aujourd'hui, c'est un tarmac en Strasbourg. Hein. T'as des joueurs qui partent, t'as des joueurs qui arrivent, t'as toute la visibilité qui change. On sait que c'est des joueurs a priori avec du potentiel. Je n'en doute pas, mais en fait, tu fais tout pour ne pas les faire performer. Et on a vu, encore une fois, on était un peu bizarre. Gary O'Neill qui part à Ipswich. Déjà, bon, t'es pas très fan du choix de Gary O'Neill. Puis là, tu nommes un nouvel entraîneur, mais là, encore une fois, Hugo Oliveira, bon, il a certainement des qualités, mais tu arrives dans un bourbier, quoi. Pour performer, c'est à 50 joueurs sous contrat, faire jouer un effectif d'une certaine façon. Bon, moi, je sais pas où va Strasbourg, mais en tout cas, je les vois pas européens. Hein. Très clairement, pour moi, il y a trop de problèmes d'inconnus. Je ne sais pas où ils vont. Moi, le seul truc qui me hype avec Strasbourg, c'est Giovanni Reina. J'aime bien le Giovanni transfert, Reina moi. en Ligue 1, moi, ça me hype. Je sais qu'il s'est un peu perdu ces dernières années. Mais je me dis,
Voilà, si ça peut être le joueur qui me fait regarder des matchs de Strasbourg. On va voir la suite du mercato parce que Moreira, je pense qu'il va partir aussi. Mourabé, de ce que j'ai compris, aussi pisté par Leipzig. Donc, ouais, tu peux être en difficulté. Voilà, mais bon. Pour moi, Strasbourg, c'est pas européen, hein. Très clairement, Et en fait, je sais pour pas. moi, il y a trop de manque. Mais il y a quand même un 11 un peu intéressant. Mais tu vois, Omo Babidele, je trouve qu'il fait une bonne fin de saison. On va voir s'il est sur la continuité, voir ce que ça va donner. Mais en fait, t'as tellement de joueurs dans cet effectif qu'il y a forcément des départs. Martial Godot, il a fait une excellente deuxième partie de saison, est-ce qu'il va pouvoir confirmer? Nanasi, c'est pareil. Kessim Yassine, je suis très curieux. Mais tu vois, Sekou, je vois pas dans quel monde il reste à Strasbourg. Il a enchaîné les prêts et c'est assez compliqué. Ryan Messi, on sait pas ce qu'il va faire. Enfin, t'as trop d'inconnus, quoi, pour les mettre. Mais en même temps, tu te dis, t'as quand même de la qualité, quoi. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Je sais pas où les mettre. Ouais, moi, je sanctionne la lisibilité. Comme ça, Bon, je ne vois allez, pas européen. tu tranches. Ouais, je le vois dans le top 10, mais pas Allez, européen. allez, tu tranches et ça sera pas top, ça sera pas européen, même si ils finiront deuxième. C'est limite ils finissent troisième, je suis pas étonné non plus. Enfin, genre, je comprends rien, vraiment, j'arrive pas à Strasbourg, je sais pas. Je sais pas. Trouver un gardien également, peut-être à Strasbourg, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gardien, donc vu que tout le monde est parti, peut-être falloir faire quelque chose. L'Olympique de Marseille, voilà, un autre bourbier, tiens, on passe d'un bourbier à un autre bourbier. Il y a plus de sous, voilà, ça y est, c'est bon, on a coupé les valves, on sait plus quoi faire. Il y a plus d'argent, il y a plus rien, il y a plus de mercato non plus, parce que Bruno Genesio est arrivé, c'est peut-être le meilleur coup qu'il y ait à faire du côté de l'Olympique de Marseille. On essaie de dégraisser. Donc on a vendu Greenwood, on a vendu Ahmed Traoré, on a sorti Aubameyang, on a sorti Medina qui est parti à Leverkusen, l'est officialisé cet après-midi, on est en train de sortir Jérôme Rouli qui part du côté de City, on est en train d'essayer de sortir, je ne sais plus qui encore, Amine Gouiri apparemment, il sait qu'il doit partir, mais il va encore rester quand on entend son interview sur RMC là, il y a une semaine, c'est une catastrophe de communication. Naïef Aguerd doit partir également. Tout le monde est à vendre du côté de l'OM. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrivée parce qu'on sait qu'on doit vendre pour pouvoir acheter. Donc Bruno Genesio, il a un effectif qu'il a actuellement, mais qui ne sait pas encore s'il va l'avoir à la fin de l'été. Il y a des joueurs qui sont revenus de près sur lesquels, à la base, tu te dis ils vont pas compter, mais finalement, vu qu'ils peuvent pas recruter, est-ce qu'un Aminarit ne peut pas aller gratter du temps de jeu, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs revanchards et justement vont profiter de cette situation pour se sortir les doigts et nous livrer une grosse saison du côté de l'Olympique de Marseille? Parce que c'est peut-être là où on a le meilleur OM, c'est quand on les attend absolument pas. Mais en fait, c'est tellement illisible et on sait tellement pas à quoi va ressembler l'équipe sur la fin de saison que c'est pareil, hein, je sais pas où les mettre. Hein. Mais je serais même pas étonné s'ils s'en vont pas à la fin de saison, tellement que ce club a aucun sens. En vrai. Moi, je vais te dire, l'OM, dans ces périodes-là, c'est Oui, les c'est là où meilleurs oui, OM. c'est On se sûr. rappelle Deli Bob, Villas-Boas. Moi, je le dis, hein, OM top 4. Ok, j'aime bien la take. J'aime bien la prise de OM top risque. 4 parce que je me dis que ça va serrer les coudes. Sur le papier, l'effectif, il n'est pas non plus désastreux. Oui, mais en fait, est-ce qu'ils Je me seront dis là que ça Lorenzi, c'est- ouais, mais Lorenzi, il adore Oui, mais les 15 derniers jours du c'est vrai, mercato. c'est Il va vrai. te Il y aura sortir les 2, 4 3 prêts. prêts. Ouais, c'est vrai. Voilà, il va te faire l'effectif et puis voilà. Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens le truc de me dire, ouais, l'OM troisième au forceps, avec un jeu pas de fou, Par contre, il lâche la Coupe mais d'Europe. Hein. troisième quand même. En Ah vrai. oui, oui, Je non, mais pense de qu'il toute la façon, lâche. Ligue Hein. Europa, faut se retourner. Je pense que le Faut repas, on reprendre les bonnes habitudes des clubs français. fait la jeunesse. Faut valoriser le centre de formation un petit peu. Et tu sais quoi, j'ai presque envie de te suivre. Là, je te suis complètement là-dessus. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que ouais, je suis d'accord avec toi. C'est là où l'OM est peut-être le meilleur. C'est quand tu les attends absolument pas et qu'ils sont dans un bourbier monstrueux. Quoi. L'OGC Nice, pareil. Bah là, c'est un club qui a réduit la voilure. On a compris. On s'est fait une saison, on s'est fait plus que peur. Une saison désastreuse du côté de la Côte d'Azur. Claude Puel est parti. C'est Olivier Pantaloni qui arrive avec dans son escarcelle. Il avait amené Laurent Abergel. Je trouvais ça que c'était excellent comme coup. Malheureusement, ligament croisé, on en a parlé tout à l'heure pour Laurent Abergel. C'est vraiment désastreux. Il y a Gauthier qui est arrivé. Ça, pareil, c'est un très bon coup. On fait venir des joueurs qui connaissent la Ligue 1. On essaye de restructurer un petit peu cet OGC Nice qui était morcelé de partout et qui était abandonné et qui est toujours complètement abandonné par Ineos, c'est quand même scandaleux. On sort les gros salaires, les beaux gars, les vendouteux, on sort des joueurs qui n'étaient pas voulus. Karim Carlos étant prêt avec option d'achat du côté de Cagliari, Tanguy Ndombele part libre, Dante prend la retraite, Eliway repart en prêt. Voilà, on sort les mecs qui ont fait partie de cette saison un peu désastreuse. On a quand même un effectif qui, je trouve, sur le papier, par rapport aux ambitions très réduites de l'OGC Nice, peut apporter des choses. On a des jeunes joueurs qui peuvent se montrer. Alors là, il n'apparaît pas dans l'effectif, mais il y a un milieu de terrain. J'arrive plus à me souvenir de son nom, c'est horrible.
qui est un énorme prospect. Donc évidemment, je me souviens plus de son nom, donc je peux vous aider, mais qui pour le coup pourrait émerger un petit peu du côté de Nice. On a quelques jeunes joueurs comme ça qui peuvent traîner, qui peuvent aider Olivier Pantaloni. Enda Chimier pour l'instant est toujours là, je crois que je sais plus si c'est lui qui doit partir. Boudaoui va peut-être partir également, mais sinon sur le reste on a un effectif qui sera taillé pour on va dire le milieu de tableau, et je pense que c'est l'objectif de l'OGC Nice maintenant, c'est de réduire la voilure, essayer de restructurer un petit peu et donc faire une saison de transition tranquillement quoi. Oui, maintien tranquille, c'est l'objectif de Nice. Ils sont en quête d'un rachat qui pourrait partir sur notre projet. Mais enfin voilà, là aujourd'hui, Nice, c'est vraiment maintien. Et on va dire que ça peut être aussi le retour aussi d'une identité à la niçoise. C'est peut-être perdu un peu dilué avec Ineos. Et voilà, donc moi je suis curieux de voir peut-être des jeunes émerger dans un peu ce marasme-là. C'est un peu la seule bonne nouvelle, c'est que par la force des choses, tu es obligé de lancer des jeunes et de tenter de faire des bons coups. Donc, ouais, pour moi, Nice, c'est un maintien tranquille et on signe tout de suite. Je suis d'accord. À voir s'ils vont chercher, qui vont chercher pour remplacer Bergel. Ça parle de Le Penant, ça parle de Magnetti, ça parle de voilà, donc on verra. Plus là au milieu de tableau, Nice. Non, je vais me mettre plus là moi. Ouais, milieu de tableau, faut pas Parce non plus. que Toulouse, la bonne équipe de milieu de tableau, Ouais, mais, moi mais, pareil. mais, je suis hype par Toulouse quand même parce que j'aime bien le coup Yen Berstel Ascou. J'aime bien leur mercato à Toulouse. Et je pense que Toulouse sera plus proche de l'Europe qu'ils n'ont été l'an passé et que je pense qu'ils peuvent quand même passer un step parce que la vente d'Emerson 30 patates à Ipswich, c'est un cadeau de Dieu. Charlie Cresswell vendu, alors c'est pris avec option d'achat, voilà. Il y a certains joueurs cadres, on va dire, qui sont partis, notamment Djibril Sidibé. Je crois que c'est parce que c'est Ascou qui a confirmé qu'il voulait pas être prolongé alors qu'il devait signer parce qu'il correspond pas trop au style de jeu qu'il veut mettre en place. Ça, c'est sa prise de risque à lui. Des arrivées qui sur le papier sont plutôt curieuses. Xiaopong qui arrive de Suède, ailier gauche très très jeune de 18 ans. Chris Tapé, moi je suis très curieux de le découvrir aussi, l'arrière gauche ivoirien qui arrive en France du Danemark. Il y a des joueurs intéressants dans cette équipe de Toulouse. Il y a des jeunes qui vont émerger parce que c'est un très très bon centre de formation. Guillaume Rest pour l'instant est toujours là, à voir s'il reste. Yangbo est pour l'instant toujours là, pareil, à voir s'il reste. Il y a quand même peut-être potentiellement d'autres départs aussi à prévoir du côté de Toulouse. Christian Caceres est toujours là, pareil, potentiellement il peut partir. C'est un peu, je pense, les trois dossiers un peu chauds. Mais voilà, Rondonum est toujours là. Je trouve qu'il y a des jeunes aussi qui vont pouvoir avoir du temps de jeu et on sait que Toulouse nous sort des jeunes voilà, d'un peu partout. Dayan Metali, pareil, est toujours là. Je suis un peu hype par Toulouse. Je pense que ça peut être l'équipe un peu frisson, quoi. L'équipe qui marque 58 buts, on prend 52. Enfin voilà, et qui nous a fait des matchs un peu sympas et qui finit quand même en milieu de tableau, mais proche de l'Europe. Allez, c'est ma take. Ouais, je te suis sur cette tech. Je pense que ça peut être, en termes de jeu, avoir un jeu peut-être un peu plus débridé avec cette patte un peu nordique en termes de recrutement qui peut apporter quelques frissons. Ouais, je te suis un peu là-dessus, mais Toulouse, ça peut être un petit poil à gratter qui peut battre n'importe qui, mais qui peut perdre contre n'importe qui aussi. Ouais, je te suis. Je pense que Toulouse va vivre une saison en termes d'émotion d'être supérieure à celle de l'an passé, même si en termes de résultats, je pense pas que ça change beaucoup de choses. Même si, voilà, pour moi, c'est l'une des équipes qui peut être surprise de la saison. Ça peut également être ma take. Et j'irai même plus loin dans ma take. Et je prends même une plus grosse prise de risque. Si le PSG gagne pas la Coupe de France, j'ai envie de mettre la petite piécette sur Toulouse aussi. Voilà. Et c'est comme ça que Toulouse peut Ah, j'irai retrouver plus l'Europe. là. C'est ma grosse prise de risque. Et ce qu'on est bien, PSG 1, Rennes 2, Lille 3, Marseille 4, Lens 5, Paris FC 6, Lyon 7, Monaco 8, Strasbourg 9, Auxerre 10, Toulouse 11, Nice 12, Le Havre 13, Angers 14, Lorient 15, 16e Le Mans, 17e Brest, 18e 3. Pas mal, non? Eh ben, on est pas mal. Rendez-vous en fin de saison pour tout inverser. Félicitations au Mans pour sa qualification en Ligue des Champions. On est donc... Bon, on est bon là, je pense qu'on s'est tout dit. Vous avez la preview de la Ligue 2 également à retrouver. Vous avez le bilan de mercato de Top 14 qu'on a sorti également avec Thomas la semaine dernière. Ça vous a plu parce que la vidéo est quasiment 5000 vues, ça me fait plaisir. Donc voilà, merci également pour les retours sur la Ligue 2 qui a dépassé les petits 2000 vues, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à commenter également, vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, vous connaissez la recette, vous connaissez la musique. Comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour parler de Ligue 1, de Ligue 2, un peu de Ligue 3 aussi, on va essayer d'en toucher un mot, et potentiellement aussi également d'autres choses au niveau football et Top 14 aussi, parce que ça va revenir avec le rugby. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde!